Bonjour à tous. Donc je pensais que Olivier allait nous présenter, mais donc on va le faire nous-mêmes. Donc je suis Amélie Métivier, je suis conservatrice restauratrice de sculpture, je suis diplômée de Paris 1 et j'ai exercé la conservation-restauration pendant 22 ans et je suis désormais en charge de la formation initiale des restaurateurs à l'Institut national du patrimoine. Alors bonjour, moi je m'appelle Marjorie Makeda, je suis conservatrice restauratrice d'objets archéologiques à la direction de l'archéologie de Chartres Métropole. Et ici je communique au nom de la FFCR, la Fédération française des conservateurs restaurateurs, dont je suis membre du CA. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher du micro ? Merci. Donc je recommence en fait. Non, ça va aller ? Ou je recommence ? Ok, merci. Donc j'ai reçu cette sollicitation de la part d'Olivier Brun pour participer à vos journées nationales donc sur le thème de la responsabilisation sociale et environnementale. Et il me dit, je trouve qu'avec ton expérience d'indépendante et ton expérience dans la formation, ça donnerait une vision un peu globale. Je lui dis, ouais, super, sauf que je ne suis pas restauratrice en archéologie. Ce qui me semblait quand même être un point crucial. C'est pour ça que j'ai proposé à Marjorie de communiquer avec moi. Non, on n'arrive pas à lancer le diaporama. Il y a quelqu'un qui connaît PDF Mais les PDF, je crois qu'il faut les lancer. Bon. Ah, ça. Voilà, merci beaucoup. Super. Et puis surtout parce qu'elle fait partie du groupe de travail sur l'archéologie de la FFCR. Et c'est une donnée importante parce qu'en fait, on a préparé cette communication avec ce groupe, ou en tout cas ceux qui se sont mobilisés pour en discuter. Donc au début, je me suis dit, bah, super, on est pile dans le sujet parce que pour moi, la conservation-restauration, c'est une opération durable par essence, ne serait-ce que par sa définition. Donc cette définition, elle est extrêmement importante pour nous parce qu'elle a été adoptée au niveau international par le comité de conservation de l'ICOM, votée en Assemblée générale, en conférence triennale, en septembre 2008. Et surtout, elle dit que dans la conservation-restauration, il y a 3 composantes. C'est pour ça que ça s'écrit conservation-restauration dans ce sens-là. C'est pour ça que les restaurateurs font en général des boutons quand c'est écrit restauration-conservation, parce que ça arrive, parce que la première étape, c'est la conservation préventive. Et elle doit d'abord être résolue avant d'aborder le reste. Et ce que je dis en général quand je fais visiter l'INP au public, je dis c'est un peu idiot de remettre un objet restauré dans un endroit où il s'est altéré. Ensuite, c'est la conservation curative. Ça dit que hiérarchiquement, on doit d'abord se préoccuper de la stabilisation. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui vous est familier, parce que l'objectif premier, c'est la transmission. Et à la rigueur, on pourrait s'arrêter là. Et pour les conservateurs-restaurateurs, c'est aussi une méthodologie, parce que ça veut dire que s'il n'y a plus d'argent, on fait que la stabilisation, que la conservation curative. Et enfin, la restauration, où là, on va s'intéresser à la question de l'aspect esthétique. Et donc, le nettoyage, le comblement, la retouche, ce sont des opérations de restauration et elles ne peuvent intervenir que si l'objet est stabilisé. Ce qui nécessite de comprendre pourquoi il s'est altéré et notamment d'identifier les raisons pour lesquelles il s'est altéré pour être plus efficace dans cette stabilisation. Alors, il y a une petite anecdote qu'on a appris il n'y a pas longtemps, à la dernière journée de la FFCR, c'est que cette définition, en fait, elle est issue d'une demande des interprètes de la conférence triennale de l'ICOM-CC à Rio de Janeiro en 1973. Ils voulaient préparer leur travail et ils ont demandé à ICOM de leur donner des mots en disant comme ça on fait des recherches. Et quand le comité s'est intéressé à dire qu'est-ce que c'est les mots qui décrivent l'activité, finalement ils se sont dit il y a peut-être des grands ensembles et c'est comme ça que ça a démarré.
Et alors après, poursuivant ma réflexion pour la préparation de cette communication, je me suis souvenue de cette table ronde que j'avais trouvée extrêmement intéressante. Donc ça, c'est les journées professionnelles de la conservation-restauration. C'est un groupe de travail du ministère de la Culture qui les organise. C'est tout le temps en mars, c'est 2 jours, et ça a vocation à traiter du patrimoine au sens large. Donc c'est aussi vos journées, puisque en général, la sous-direction de l'archéologie est représentée dans ce groupe de travail. Et donc, il y a des sujets qui sont proposés en archéologie, pas toujours autant qu'on le voudrait. Ça dépend, encore une fois, de la mobilisation des groupes de travail. Je ne vous apprends rien. Et donc, j'écoute cette table ronde qui a l'avantage de réunir des conservateurs-restaurateurs dont l'exercice est distant à peu près de 10 ans. Et moi, en écoutant ça, je me dis, ce qui ressort, c'est que les conservateurs-restaurateurs semblent avoir disparu du terrain. En tout cas, entre l'expérience de Caroline Relier et celle d'Émeric Raymonde, je trouve qu'il y a un lien qui s'est distendu. Donc je me dis, super, je tiens mon sujet. La conservation préventive, les conservateurs-restaurateurs ne sont plus sur les chantiers de fouilles. Donc j'aborde le sujet avec mes collègues en archéologie en disant, voilà, plus de conservation préventive et plus de conservation curative sur place, au moment le plus délicat pour l'objet, c'est-à-dire la mise au jour, le moment où tout s'accélère. Et puis parce que voilà, j'ai des collègues en archéologie qui disent oui, c'est vrai que quelquefois on voit arriver dans nos laboratoires des choses qui sont vraiment en très mauvais état et qu'on se dit au fond peut-être qu'en agissant plus tôt en amont, voilà. Bon, alors est-ce que les CR ont vraiment disparu? En fait, non, c'est pas si simple. Alors oui, vous êtes bien placé pour le savoir. Les conservateurs-restaurateurs n'ont pas complètement disparu. Il y en a encore un certain nombre dans les services archéologie qui épaulent leurs collègues archéologues pour discriminer les objets nécessitant des interventions urgentes ou pour définir avec eux des méthodes de conditionnement, des protocoles, etc. Et dans ces structures, telles que l'a mis en évidence Sylvia Paine lors des derniers journées RANACT, enfin pas les dernières, mais les avant-dernières en 2022 à Bordeaux, les restaurateurs de collectivité sont partie prenante de la chaîne opératoire de conservation et elles investissent des missions plus larges que la simple conservation-restauration, puisqu'en général, ces personnes font aussi de l'inventaire, de la gestion de collection, de la régie, etc. Par contre, on peut constater que ces dernières décennies, certains services de collectivité ont perdu des restaurateurs. Alors, je pense ne pas me tromper en disant qu'à Bourges Plus, il y avait Dominique Desbert, mais elle est partie en 2007. À Archéologie Alsace, c'est pareil. Je crois que Solène Milbled se retrouve toute seule. Et moi-même, à Chartres maintenant, on était 2 et je ne suis plus que toute seule. Alors après les collectivités, vous savez aussi qu'il y a des restaurateurs salariés qui travaillent chez certains opérateurs privés. Et donc, il y a, à notre connaissance, 3 restauratrices qui œuvrent en secteur privé, notamment KEVA. Au moins 2 sûrs. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il y a Marion Bernard, Émilie Winkel et je crois Anne Delamotte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes les 3 diplômées du master conservation de Paris 1. Donc le master de conservation-restauration des biens culturels. Et je trouve que de la part d'EVA, c'est un effort notable, puisque, comme vous le savez, en fait, rien n'oblige à recruter un conservateur-restaurateur habilité par l'État à travailler sur les collections archéologiques, puisque celles-ci ne sont pas encadrées par la loi musée de 2002. Et donc, dans ces conditions, comme elles sont que 3 aussi, il faudrait espérer que leur nombre progresse dans les autres structures privées. Enfin, à l'INRAP, il n'y a toujours qu'un seul poste. Marina Biron est partie, a été remplacée il y a 1 an maintenant, ou un peu plus, par Alejandra Balbao. Mais il n'y a rien qui est mis en place pour augmenter les effectifs. Donc, par contre, ils ont décidé de faire progresser leur gestionnaire des collections en conservation préventive. Ça, je pense que vous le savez. Mais ces gestionnaires
leur première mission, c'est de classer, inventorier, tracer. Mais bon, ils ont normalement reçu, alors peut-être pas tous, une formation en conservation préventive via l'appel d'offres qui a été lancé par l'INRAP et remporté par Christine Riquier-Bouclé. Mais comme il est impossible d'assurer correctement la gestion sans conservation préventive, alors je ne sais pas si... Enfin, et qu'il y a aussi certains objets qui méritent de la conservation curative, ces gestionnaires, en fait, ne vont pas acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires à l'expertise des conservateurs-restaurateurs face à une multitude de matériaux différents. Enfin, on peut se poser la question de comment ça va se passer. Donc voilà. Mais bon, là, on sort un peu du sujet sur la conservation préventive. Et enfin, pour les derniers statuts des conservateurs-restaurateurs, on en trouve aussi beaucoup à leur compte dans des laboratoires ou des regroupements établis sous forme d'entreprises, d'associations ou de sociétés coopératives. Je pense à Materia Viva à Toulouse, qui est une association, à Coros à Arles, qui est une ACRL, Arc Nucléaire, qui est un groupement d'intérêt public, ou des SCOP, comme Ipso Facto, ou le LC2R à Draguignan. Mais là où les restaurateurs en archéologie sont les plus nombreux, c'est en tant qu'auto-entrepreneurs installés en profession libérale. Dans ce cas-là, ils ont monté leur propre entreprise, qui est organisée à plusieurs ou individuellement et propose des services, alors des mises en état pour études, des restaurations, des interventions sur le terrain. Mais ces professionnels sont tributaires de l'offre et de la demande. Alors, certaines conjonctures leur sont favorables, d'autres non, bien sûr. On a tous été témoins des dernières crises financières qui affectent le BTP, et donc par effet de ricochet aussi les restaurateurs qui en indépendant. Et donc, ces restaurateurs peuvent se voir dépourvus de mission, faute d'un budget suffisant, puisque les archéologues eux-mêmes sont amputés en fait de budget. Et comme c'est les plus nombreux, on regrette d'observer que le système est précaire pour les objets qui sont potentiellement en danger. Alors, une autre réflexion, c'est quand c'est prévu dans le cahier des charges, alors ces mêmes opérateurs peuvent intervenir en tant que prestataires extérieurs pour les mêmes missions que les restaurateurs des structures publiques. Mais cette prise en charge, en dehors de la fouille, témoigne d'un manque de souplesse et des gestions à distance à cause du système devis-commande qui est indispensable à leur venue sur le chantier, le cas échéant. Ils fournissent parfois du conseil gratuit en prévision et en préalable d'un possible transfert dans leurs ateliers du mobilier à stabiliser. Mais là, il faut qu'un minimum de budget soit mobilisé par l'opérateur de fouille. Alors, au sein du groupe Archéo de la FFCR, quand on discute de ces questions de budget, ce qui est assez régulier, il ressort plusieurs choses. D'abord, que pour des questions de coût et aussi d'accès rapide à l'information, la radio, bon, vous savez, ça remplace souvent le dégagement des métaux, notamment des ferreux, ce qui conduit tout de suite à se demander ce que l'on fait des objets une fois radiographiés. Ensuite, le groupe déplore le fait que pour certaines compétences, il y a un mécanisme direct de sollicitation. C'est-à-dire que faire venir un anthropologue sur le terrain, ça pose aucun problème, c'est une évidence. On va trouver des squelettes et donc, pouf, l'anthropologue. Mais par contre, pour faire déplacer un spécialiste de la conservation des matériaux organiques, là, c'est plus compliqué. Et, alors que ça devrait aussi être une évidence. Donc, on pense qu'il y a là un biais. Alors oui, vous me direz que c'est une question de budget. Nous savons que les prescripteurs portent leur responsabilité dans la prise en compte de la conservation matérielle du mobilier. Nous appelons simplement à changer de paradigme. Il ne serait pas question d'obtenir des budgets supplémentaires si cela n'est pas possible, mais de dépenser différemment celui qu'on a. Pour cela, un préalable serait, pourquoi pas, quand il est prévu l'exhumation d'ensemble de sépultures, de mobilier, d'objets, de gorgées d'eau ou d'autres objets extrasensibles, l'inscription dans le cahier des charges de l'opération de l'obligation pour les opérateurs de faire appel à un conservateur-restaurateur sur le terrain avec l'équipe. D'ailleurs, nous avons récemment appris qu'en Grèce, qui a revu sa législation au début des années 2000, il n'était pas possible d'ouvrir un chantier de fouille sans
la présence d'un conservateur-restaurateur, et je pense qu'on aurait tout intérêt à suivre leur exemple. Voilà. Amélie, vas-y. Donc les restaurateurs n'ont pas complètement disparu. Voilà, je ne voulais pas lâcher la deuxième partie de mon sujet, la conservation préventive. Je me disais, voilà, je vais axer sur la conservation préventive. Alors une petite recherche bibliographique m'a conduit à me rendre compte que je n'allais pas faire figure de précurseur et que je voyais bien, vu la dimension, enfin la facilité avec laquelle on trouve sur Internet des ressources, que j'allais prêcher des convaincus, vu l'existence de ces nombreux vadémécum, principes et schémas. Voilà. Alors du coup, je me dis, bon, bah, tout va bien, les objets sont bien conservés. Et puis, c'est toujours un peu la question de que peut-on faire avec un conservateur-restaurateur chez soi? Est-ce que c'est la même façon de faire de la conservation préventive? Est-ce qu'il n'a pas une plus-value, en somme, de ces compétences spécifiques au moment de la sortie de fouille? Voilà, par exemple, il y a le travail sur l'environnement, la réduction de l'humidité, il y a la question du conditionnement, évidemment, contrôle de la température, isolation des vibrations, mais il y a aussi la reconnaissance de la sensibilité des objets. Et c'est vrai que pour nous, le professionnel le plus proche de la matérialité des objets, c'est le conservateur-restaurateur. Alors oui, en effet, le fait de connaître cette sensibilité sur les objets, ça permet de prioriser en fait les objets à traiter, de définir ceux à prendre en charge rapidement, car ils sont plus en péril ou parce qu'ils ne tiendront pas le choc en fait dès la mise au jour. Voilà, c'est de pouvoir faire toute cette distinction entre les objets extrasensibles de ceux qui le sont moins. La connaissance aussi des conservateurs-restaurateurs sur la matérialité permet de trouver des moyens d'attente pour une prise en charge ultérieure, surtout dans le cas de découverte d'objets de masse. Je pense au bois gorgé d'eau, que j'avais déjà évoqué ici lors des journées de l'ANACT il y a 2 ans, puisqu'on avait mis en place un système pour anticiper le post-fouille, en prévoyant des mesures de traitement et d'études dès la découverte. Un autre exemple, qui n'est pas d'ailleurs si décorrélé que ça que du mobilier gorgé d'eau, c'est celui de la question du tri ou de la conservation sélective, pour développer un peu ce qui a été dit, ce que j'ai dit précédemment. Elle est désormais abordée par la loi CAP de 2016. Alors malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, on ne peut plus jeter sans avoir fait la demande auprès de la CTRA, qui valide ou non la liste des objets à jeter. Alors ça, vous le savez bien. Et avec le groupe Archéo de la FFCR, on pense qu'il serait souhaitable de repenser l'organisation du tri. Alors, pas le penser à la fin, mais au début, pourquoi pas dès le terrain. Et en ça, je rejoins ce qui avait été dit hier, repenser à des interventions dès le terrain, enfin, en anticipant un peu le post-fouille. Voilà, bon, ce seraient des pistes à creuser. Par ailleurs, on sait que les ferrures ont du mal à traverser le temps sans reprise de corrosion. Et en l'absence de restaurateurs, la radio ou même d'autres techniques, comme la tomo par exemple, est souvent une façon d'accéder à l'identification avant que l'objet ne se dégrade et perde les informations qu'il porte. Dans ce cas, si leur sens est livré par ce moyen, et que c'était le sens le plus important, on peut se demander pourquoi il faudrait conserver. Donc la question du tri et de la plus-value qu'apportent les compétences du conservateur-restaurateur pour faire face à cette question de tri est un point important à soulever. Ce serait bien qu'on en discute. Voilà, bon, je vais m'arrêter là puisque je crois qu'on commence à exploser le temps. Donc vas-y, Amélie. Alors, pour repartir sur la question de la responsabilisation environnementale, je voulais juste ajouter que, évidemment, que les restaurateurs commencent à se préoccuper continuent à se préoccuper de cette question.
Nous faisons intervenir une restauratrice, en l'occurrence de céramique, qui est Agnès Gall, et qui est directrice de la RCP, et qui a mené, parce que c'est de ses conditions personnelles au sein de son atelier, toute une réflexion sur comment adapter les pratiques aux 4 grands principes, ou 3, je ne sais plus, réduire, remplacer, recycler, 3, les 3 R, et que donc elle intervient dans nos cours avec les élèves au début de la scolarité désormais, pour les faire réfléchir à un certain nombre de choses. Et notamment, ils font des dossiers sur le remplacement des gants nitrile, sur le remplacement du Tyvek et sur les questions de matériaux, du remplacement des matériaux pétrosourcés. Que par ailleurs, l'INP a déposé aussi à la Fondation des sciences du patrimoine un projet de master qui vient de se terminer pour évaluer des matériaux biosourcés en remplacement des matériaux pétrosourcés. Mais il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire que si nos prédécesseurs avaient retenu le polyéthylène pour faire des calages, c'est parce qu'il y avait des propriétés d'innocuité pour les matériaux, de véritable amortissement des vibrations et de stabilité dans le temps. Donc il faut que les matériaux biosourcés puissent remplir évidemment les mêmes rôles. Ce serait quand même un recul que de se retrouver avec des matériaux inadéquats en contact avec les œuvres. Et on constate, en tout cas pour les premières recherches, qu'un certain nombre d'entre eux dégagent des acides et que donc ça n'est pas utilisé de façon, enfin en tout cas pas pour du conditionnement pérenne. Enfin, il faut repenser et réutiliser finalement les mêmes principes qui avaient abouti à la sélection des mousses et du Tyvek. Oui, je vais finir. Alors voilà, je vais finir là-dessus. Et en fait, c'était un peu pour abonder là, dans ce que vient de dire Amélie, c'est qu'à la FFCR, avec l'AFROA et la Prévue, alors je ne sais pas si vous connaissez ces associations. L'AFROA, c'est l'association des régisseurs, et la Prévue, l'association des préventeurs. La FFCR, l'association des restaurateurs. En début d'année, on a émis un questionnaire à l'ensemble de ses adhérents et pour réfléchir à l'adéquation possible entre les pratiques professionnelles et les enjeux face à l'urgence climatique. Donc voilà, la réflexion, elle débute. On a eu pas mal de professionnels qui ont répondu, environ 200. Les résultats ont été présentés publiquement et sont disponibles en ligne sur les sites internet de chacune de ces associations. Donc si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, là je vais pas vous en parler plus. Pour conclure, alors nous, conservateurs, restaurateurs, et surtout les conservatrices, restauratrices en archéologie, nous sommes conscients d'utiliser beaucoup de plastique. C'est difficile de faire sans, parce que la progression des vestiges archéologiques, enfin leur nombre impose d'utiliser beaucoup de ces matériaux. Mais aussi, on sait qu'il faut faire évoluer les pratiques. Et j'en veux pour preuve la communication de Catherine Didlot, qui est conservatrice, restauratrice au Musée des Arts Déco, qui, lors de la dernière journée ammonite, azurite, rhyolite... je ne vais pas aller plus loin, mais je ne sais pas si vous l'avez suivi, avait expliqué, mis en place les différentes possibilités de conditionner les objets, surtout avec des matériaux, alors certes en plastique, mais plus sophistiqués et qui durent plus longtemps dans le temps, jusqu'à 10 ans pour certains conditionnements. Et on peut peut-être aussi... aller sur ces pistes-là. Donc voilà, on va s'arrêter là, Olivier. Merci d'avoir finalement